Bonjour à toutes, bonjour à toutes celles et ceux qui viennent de se joindre à nous et bienvenue à ce webinaire. Aujourd'hui, nous sommes présents pour un webinaire BCity Spotlight qui présentera les initiatives en faveur des pollinisateurs à Montréal, au Québec. On va laisser quelques instants aux participants pour qu'ils puissent se connecter avant de commencer. Et pour ceux qui voudraient écouter en anglais, l'interprétation est disponible. Pour accéder à l'audio en anglais, veuillez cliquer sur l'icône d'interprétation en bas de votre écran et sélectionner l'anglais pour pouvoir profiter de la traduction. So, hello everyone, to everyone who's just joining, and welcome to today's webinar. Today we will be hosting a BCT Spotlight webinar that will showcase pollinator initiative in Montreal in Quebec. We'll just give it a minute or so for people to stream in before getting started. Donc, encore une fois, je rappelle, nous allons juste attendre encore quelques minutes pour laisser aux participants le temps de se connecter avant de commencer. Et je rappelle que si vous souhaitez écouter ce webinaire en anglais, il suffit de cliquer sur l'icône d'interprétation en bas de votre écran et sélectionner l'anglais. Je vais laisser une petite minute et nous pourrons commencer. Okay, I think we're ready to go. Hello to everyone that's just joined. Today our presenters will be speaking in French, but English interpretation is available for those that would like to listen it in English. To access the English audio, please click into the interpretation icon at the bottom of your screen and select English from there. Très bien, nous sommes prêts à commencer. Bonjour à toutes celles et ceux qui viennent de se joindre à nous. Cet après-midi, nous organisons un webinaire BCity Spotlight qui présente des initiatives en faveur des pollinisateurs à Montréal, au Québec. L'objectif de ces webinaires BCity Spotlight est de présenter les actions qui sont prises dans les municipalités à travers le Canada pour protéger les pollinisateurs. Aujourd'hui, nous avons des intervenants du Bureau de la transition écologique et de la résilience de Montréal, également de l'Insectarium Espace pour la vie de Montréal et de l'arrondissement de Saint-Laurent, qui se joindront à nous pour vous donner un aperçu du large éventail d'activités qui se déroulent actuellement à Montréal. So as a final reminder, if anyone would like to tune in English, please click the interpretation icon at the bottom of your screen and select English from there. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais commencer par reconnaître le territoire sur lequel Montréal se trouve. BCity Canada reconnaît que nous sommes situés en territoire autochtone, lequel n'a jamais été cédé. Il reconnaît la nation Kanien'kehá:ka comme gardienne des terres et des eaux sur lesquelles nous nous réunissons aujourd'hui. Tiohtià:ke, Montréal, est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations et aujourd'hui une population autochtone diversifiée ainsi que d'autres peuples qui y résident. C'est donc dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que BCity Canada reconnaît les relations continues entre les peuples autochtones et les autres personnes de la communauté montréalaise. Donc aujourd'hui, nous avons, comme je l'ai dit, le plaisir d'accueillir 3 intervenants de Montréal au Québec. Je vous présenterai chacun d'eux en détail juste après. Mais nous avons avec nous Maryse Barrette du Bureau de la transition écologique et de la résilience de Montréal, Marjolaine Giroux de l'Insectarium Espace pour la vie de Montréal et enfin Étienne Blier-Tremblay de l'arrondissement de Saint-Laurent. Donc pour les présenter plus en détail,
Maryse Barrett est biologiste de formation et conseillère en planification au Bureau de la transition écologique et de la résilience de Montréal. Elle est en poste depuis 10 ans à la ville et elle travaille sur divers dossiers touchant la biodiversité et les changements climatiques. Elle est notamment responsable de la lutte intégrée en milieu urbain et du dossier des pesticides et elle a récemment co-rédigé le plan de protection des pollinisateurs de la ville. Après, nous avons Marjolaine Giroux, qui est entomologiste et travaille à l'Insectarium de l'Espace pour la Ville de Montréal depuis plus de 30 ans. Elle est également spécialiste des mouches, mais elle s'intéresse à tous les aspects de l'entomologie. Et enfin, nous avons avec nous Étienne Blier-Tremblay, qui a une formation en architecture de paysage et qui travaille pour l'arrondissement de Saint-Laurent en tant qu'agent de protection en environnement. Et ses mandats incluent notamment la gestion écologique des milieux naturels, la protection de la biodiversité et l'application réglementaire liée à l'environnement. Donc voilà pour cette petite introduction. Je pense que nous aurons un peu de temps à la fin pour quelques questions, si vous en avez. Veuillez les écrire dans la section questions-réponses, donc Q et R de votre écran, et nous essaierons au mieux d'y répondre. Et donc sur ce, je laisse la parole à Maryse pour débuter ce webinaire. Merci Adèle pour cette présentation. Donc, Maryse Barrett, je travaille à la direction générale de la ville, donc le Bureau de la transition écologique et de la résilience est dans la direction générale. Et je vais faire la première partie de la présentation. Ensuite, où je vais vous présenter les grandes lignes du plan de protection des pollinisateurs de Montréal. Ensuite, Marjolaine va prendre le relais avec les actions portées par Espace pour la vie et on va voir à l'échelle locale d'un arrondissement, les actions de protection des pollinisateurs qui peuvent être entreprises ça va être présenté par Étienne. Donc, un petit contexte pour commencer. La ville de Montréal est située au sud du Québec. On a un climat continental humide et une zone de rusticité 6A. Donc, il y en a peut-être d'entre vous qui pensaient encore qu'on était dans le 5B, mais il y a eu une mise à jour en 2015 des cartes de rusticité faites par le gouvernement fédéral et on voit que Montréal, mais avec les changements climatiques, on a augmenté notre zone de rusticité. Donc ça peut avoir un impact sur le choix des végétaux qu'on peut prendre pour les pollinisateurs. Et petit contexte pour les gens qui ne sont peut-être pas familiers trop avec l'appellation Montréal peut parfois porter à confusion. Donc, je voulais quand même vous présenter l'île de Montréal qui est en fait l'agglomération. Donc, ce qu'on voit à droite, le schéma, c'est vraiment l'île de Montréal. En jaune, on voit les 15 villes reconstituées, donc qui font partie de l'agglomération. Et en orange, c'est la ville en tant que telle, donc la ville de Montréal qui est composée de 19 arrondissements. Donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, surtout sur le plan de protection des pollinisateurs, c'est un plan à portée ville, donc le territoire qu'on voit en orange. Donc, ça, c'est pour vous mettre un petit peu en contexte sur notre situation géographique. Tu peux changer de diapo, Étienne. Donc, on sait tous que la biodiversité connaît un sévère déclin actuellement, et ce, au niveau mondial. Alors, actuellement, il y a 1 million d'espèces végétales et animales qu'on estime être en voie d'extinction ou menacées d'extinction. Et le groupe des pollinisateurs est particulièrement touché. Il y a certaines régions du monde où jusqu'à 40% des espèces d'invertébrés pollinisateurs sont menacées d'extinction. Donc, en protégeant les pollinisateurs, on protège quand même un grand pan de la biodiversité. Tu peux changer de diapo. Donc, à Montréal, il y a quelques années, en fait, environ 2 ans, l'Insectarium a fait un grand travail pour essayer de recenser tout ce qui avait été observé comme pollinisateur sur notre territoire jusqu'à ce jour. Et on arrive quand même à un beau chiffre de 435 espèces. La moitié de ces espèces-là est composée de bourdons du genre Bombus, d'abeilles indigènes et de guêpes solitaires, et l'autre moitié de différents autres groupes d'organismes. Par exemple, en haut à droite, on voit une mouche de la famille des syrphidés, on a des coléoptères également et des oiseaux qui, par exemple, le colibri qu'on voit au milieu, en haut, qui sont également des pollinisateurs qu'on peut retrouver à Montréal. Prochaine diapo. Donc, récemment, la Ville de Montréal a été l'hôte de la Convention sur la biodiversité de l'ONU, donc la COP 15. La Ville a été très impliquée dans l'organisation de l'événement, mais a aussi déposé plusieurs legs. Et ce que vous voyez à l'écran actuellement, c'est le premier leg de la Ville de Montréal pour la COP 15
donc le plan de protection des pollinisateurs qui a été dévoilé au début novembre de l'année passée. Donc, c'est le travail de plusieurs mois, voire même années de collaboration entre le Bureau de la transition écologique, le Service des grands parcs et espaces pour la vie, où on a travaillé ensemble à la rédaction de ce plan. On peut passer à la prochaine. Donc, avec le plan de protection des pollinisateurs, on veut jeter les bases là, pour les actions qui seront priorisées au cours des 5 prochaines années pour la Ville de Montréal pour protéger les pollinisateurs. C'est un plan qui se décline en 3 axes, 12 orientations et 14 actions. Je vais vous présenter les 2 premiers axes et toutes les orientations de ces 2 axes-là. Par contre, les 14 actions en détail, je vais vous donner seulement quelques exemples pour chacun des axes. On peut passer à la prochaine diapo. Donc, le premier axe, excusez-moi, c'est de conserver, créer et connecter des habitats favorables aux pollinisateurs. Donc, ça se décline en 5 orientations. Poursuivre la protection et la restauration de milieux naturels, augmenter la connectivité entre les parcelles d'habitat, créer des habitats et des aménagements qui tiennent compte des besoins des pollinisateurs, maintenir des espaces ouverts dans les milieux naturels protégés, comme par exemple en maintenant des friches, et finalement en développant des outils urbanistiques favorisant le verdissement. Donc, on peut penser ici à des modifications de règlements locaux. On peut passer à la prochaine. Donc, dans les exemples d'actions précises qu'on a ciblées pour créer et conserver des habitats, on a le souhait de développer d'ici 5 ans au moins 5 projets de corridors écologiques favorables aux pollinisateurs sur l'ensemble du territoire. Donc, en haut sur l'image, on voit par exemple un corridor écologique qui est en progression, le corridor Darlington. Et en bas à droite, on voit un exemple d'action qui est porté par notre service des grands parcs où on va réaliser un minimum de 25 hectares de fauche qui vise à bloquer la succession végétale, donc de maintenir des milieux ouverts propices à la biodiversité et aux pollinisateurs dans les parcs nature de Montréal. Prochaine diapo. Donc, un autre objectif du plan, c'est également, là, on aimerait qu'à terme, dans 5 ans, chacun des 19 arrondissements ait créé au moins un aménagement d'envergure qui soit favorable aux pollinisateurs. Donc, on veut être un peu exemplaire, avoir des aménagements qui servent un peu de vitrine pour favoriser la réplication de ce type d'aménagement-là par les citoyens et sur nos différents terrains municipaux. Prochaine diapositive. Deuxième axe, donc on vise à améliorer les conditions de vie des pollinisateurs et une ville peut très bien faire ça de différentes façons. À Montréal, on a ciblé 4 orientations donc, pour améliorer les conditions de vie. On peut, par exemple, adapter les pratiques de gestion de nos espaces verts. On peut privilégier de la végétation qui favorise les pollinisateurs, par exemple en favorisant un choix de végétaux qui est nectarifère, indigène, qui a des périodes de floraison diverses et étalées dans le temps. Et idéalement, on vise également d'utiliser le moins possible des pesticides à l'extérieur. Et finalement, on aimerait améliorer la cohabitation entre les abeilles domestiques et les pollinisateurs indigènes. Prochaine diapo. Donc, un exemple, par exemple, d'action pour améliorer les conditions de vie, c'est de promouvoir la réduction de la fréquence de tonte sur nos terrains municipaux et également de promouvoir la gestion différenciée de nos espaces verts. On a ces 2 exemples-là que vous voyez à l'écran, c'est dans un même arrondissement où on a décidé plutôt que de mettre du gazon à aller tondre sur un terre-plein, de faire des aménagements qui sont plus durables et plus biodiversifiés pour favoriser justement, augmenter la biodiversité. On peut facilement imaginer que ce sont des habitats qui sont beaucoup plus propices à la présence de pollinisateurs, par exemple. Et à droite, on a un parc dans lequel on applique la gestion différenciée qui est dans le fond essayer d'adapter l'entretien de l'espace vert en fonction des usages. Donc, il y a des sections qui sont tondues parce qu'elles sont plus fréquemment utilisées par les usagers, par exemple, mais on laisse certaines zones du parc qui vont être plutôt laissées
un peu plus végétalisée, la végétation plus haute, plus diversifiée, et on crée ainsi là, des habitats plus propices à la biodiversité. Prochaine diapo. Un autre exemple d'action pour améliorer les conditions de vie, c'est d'inciter les arrondissements qui distribuent, certains arrondissements distribuent des végétaux au printemps gratuitement à leur population. Donc, on va essayer d'influencer, dans le fond, le choix des végétaux qui vont être sélectionnés par les employés des arrondissements. Donc, favoriser des végétaux nectarifères indigènes, par exemple la sclépiade, dans la distribution de végétaux aux citoyens. Prochaine diapo. Et finalement, la Ville de Montréal réglemente depuis 20 ans déjà l'utilisation des pesticides à l'extérieur, mais depuis 2 ans, on est allé encore plus loin et on a restreint l'usage encore plus de ce qui pouvait être utilisé comme pesticide à l'extérieur des bâtiments. On a également ajouté un nouveau volet à notre réglementation. Donc, on est, selon notre connaissance, la seule ville au Canada qui interdit la vente de produits de classe domestique toxiques aux citoyens. On a également élargi la liste des molécules, donc les ingrédients actifs qui sont complètement interdits pour plusieurs secteurs d'activité. On a grandement élargi cette liste-là. On retrouve, par exemple, les pesticides de la famille des néonicotinoïdes, qui est documenté de manière très évidente au niveau scientifique comme étant néfastes pour les pollinisateurs. Donc, ces produits-là sont interdits pour tous les secteurs d'activité. Et on interdit également, par exemple, le glyphosate. Ça, c'est également un pesticide qui pourrait être néfaste pour les pollinisateurs. Donc, ça, c'est juste un aperçu. Et finalement, la Ville de Montréal a aussi introduit une obligation pour toutes les compagnies qui utilisent des pesticides à l'extérieur des bâtiments. Maintenant, chaque compagnie doit tout d'abord détenir un permis annuel qui est délivré par notre bureau, donc pour pouvoir opérer. Et à la fin de l'année, chaque compagnie doit nous transmettre également un registre des utilisations de pesticides faites sur notre territoire. Donc, ça nous donne un meilleur portrait également de ce qui était utilisé par les compagnies. Prochaine diapo. Donc, ça, c'est la réglementation pesticides actuelle qui est déjà une des plus sévères au Québec, mais la Ville de Montréal veut aller encore plus loin. Et une des actions du plan de protection des pollinisateurs, c'est justement d'élargir les restrictions actuelles à certains terrains d'exception. Par exemple, on a nommé spécifiquement les terrains de golf qui actuellement bénéficient d'une exemption et peuvent utiliser certains produits qui sont mentionnés à l'annexe 1, donc des produits qui sont normalement interdits pour tous les autres secteurs d'activité. Bien, avec le plan de protection des pollinisateurs, on a émis le souhait d'élargir ces restrictions-là au terrain de golf également. Fait que pour moi, ça fait le tour pour le survol des 2 premiers axes de notre plan de protection. Et je vais passer la parole à Marjolaine qui va vous parler de l'axe 3 surtout et des actions qui sont faites par Espace pour la vie. Je te laisse la parole, Marjolaine. Merci beaucoup, Maryse. Alors, l'axe 3 du plan de protection des pollinisateurs, c'est de reconnaître l'importance des pollinisateurs pour la biodiversité. Et cet axe-là a 3 orientations, donc approfondir les connaissances sur les pollinisateurs et leur habitat, diffuser des connaissances sur les pollinisateurs et reconnaître et célébrer les pollinisateurs. Diapo, s'il vous plaît. Avant d'aller plus loin, je vais quand même vous présenter qu'est-ce que l'Insectarium et Espace pour la vie, qui sont des organismes, des institutions associées à la Ville de Montréal. Alors, l'Insectarium fait partie d'Espace pour la vie, qui comprend également 4 autres musées en sciences naturelles, soit le Biodôme de Montréal, la Biosphère, le Jardin botanique et le Planétarium. Et chacune de ces institutions, qui fait partie d'Espace pour la vie, a une mission qui est de rapprocher l'humain de la nature. L'Insectarium aussi vise à transformer le regard sur les insectes et à inciter les gens à agir pour leur préservation. Alors, l'Insectarium existe depuis maintenant plus de 30 ans, mais il a cette année, en fait l'année dernière, il a inauguré une toute nouvelle bâtisse où est-ce qu'on présente, une nouvelle collection d'insectes naturalisés, aussi des centaines d'espèces vivantes. Mais il y a aussi devant l'Insectarium un tout nouveau jardin qui est le jardin des pollinisateurs.
et le jardin des pollinisateurs de l'insectarium. Diapo, s'il vous plaît. C'est un espace de découverte et d'expérimentation et qui vise à outiller la population dans sa propre démarche d'aide aux pollinisateurs. Donc, c'est un des plus grands jardins de pollinisateurs sur l'île et il possède plus de 75 espèces végétales. Il est conçu à fournir des sources de nectar tout au long de la saison et bien sûr, on y présente quelques plantes hôtes, dont celle du monarque, pour que les gens puissent découvrir le cycle de vie de ces insectes-là. On espère aussi, au cours des années 2020, des étés 2023-2024, pouvoir aménager des aires de nidification de certaines espèces d'abeilles solitaires, des espèces qui nidifient au sol. Et ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous posent des questions sur les abeilles qui nidifient au sol et les gens ont très peur de ce comportement-là des abeilles. Ils ne connaissent pas ça. Alors, l'idée, c'est de présenter on va présenter ça dans notre jardin pour pouvoir démythifier toutes les croyances par rapport aux abeilles solitaires qui nidifient au sol. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Le jardin des pollinisateurs, ça va être, on y pour en arriver à atteindre nos objectifs de bien comprendre les pollinisateurs. Il va y avoir des animateurs qui sont sur place, qui répondent aux questions des gens et qui se promènent avec les gens à travers le jardin pour discuter des insectes observés. Ils vont les inciter aussi à les photographier pour pouvoir déposer leurs photos sur eNaturalist lorsqu'ils seront de retour à la maison. On a aussi un jeu questionnaire qui s'intitule De fleur en fleur, qui est réalisé au cours de l'été auprès des visiteurs. C'est simplement un jeu Plinko avec des jetons bourdons. Alors, pour ceux qui ne sont pas familiers avec le jeu Plinko, c'est un jeu dans lequel on a des jetons qui descendent. On peut le voir ici, les jetons vont descendre jusqu'à atteindre une couleur rouge, jaune ou bleue. Et chacune de ces couleurs est associée à une catégorie de questions qui traitent sur la protection des pollinisateurs, sur comment on peut cohabiter avec eux et sur comment on peut les protéger. L'animateur va poser des questions puis va permettre aux gens d'en apprendre un petit peu plus sur les pollinisateurs qui les entourent. Diapo, s'il vous plaît. Une autre réalisation, une autre activité qui est menée par l'insectarium pour développer l'importance des pollinisateurs, c'est la recherche. Alors ici, je vous présente un projet de recherche qui a été réalisé au cours des années passées, mais qui va se poursuivre cette année et qui est un projet sur les nichoirs des pollinisateurs. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a comparé des nichoirs fabriqués de roseaux aux tiges creuses avec des rondins qui présentaient des cavités de diamètre variable. Alors, vous avez ici le dispositif des 6 nichoirs qui ont été installés dans les ruelles vertes de Montréal, dans les jardins communautaires et au jardin botanique. Les résultats, diapo, s'il vous plaît. Eh bien, les résultats, c'est qu'on a, en fait, que ce soit des rondins avec des trous ou encore des tiges creuses. Alors, tous les nichoirs étaient fréquentés par plusieurs espèces d'hyménoptères au rôle écologique complémentaire. Cependant, les rondins ont occupé par un plus grand nombre et une plus grande diversité d'insectes. Ils ont vraiment eu, c'est là où il y a eu une majorité d'insectes. Et les cavités les plus larges, qui variaient entre 5 et 8 mm de diamètre, ont surtout été préférées par les abeilles mégachilles. Alors, ce qui ressort les recommandations qui ressortent de cette expérience-là, c'est on suggère aux gens d'utiliser des rondins qui ont des cavités qui varient entre 3 et 10 mm. Mais on leur suggère aussi de bien nettoyer, de bien entretenir leurs rondins, surtout au début de saison, soit en les nettoyant ou encore en créant des nouveaux rondins pour pouvoir permettre aux pollinisateurs de bien pouvoir s'installer dans les cavités. Diapo, s'il vous plaît. Un autre programme qui permet de bien connaître la diversité des pollinisateurs, c'est le programme Mon Jardin, qui est cette fois-ci sous la tutelle d'Espace pour la vie. Le programme Mon Jardin encourage à poser des gestes concrets pour préserver la biodiversité et favoriser une foule de pollinisateurs.
C'est un programme qui est gratuit, mais qui est ouvert à tous les habitants du Québec, pas seulement à Montréal. Et c'est ouvert aussi à tous les gens qui ont un jardin, pas seulement le jardin dans notre cour, mais aussi des jardins d'entreprise, des écoles, des ruelles, des toits verts, des jardins communautaires. Ce sont tous des jardins qui sont acceptés pour une accréditation au programme Mon Jardin d'espace pour la vie. Et pour avoir une certification, une accréditation, il faut respecter certains critères qui sont présentés sur notre site Internet. Et ici, en fait, sur notre site Internet, il y a différents jardins. Ça peut être un jardin qui est accrédité pour la biodiversité, un qui est accrédité pour le monarque ou qui est accrédité pour les oiseaux. Alors, il y a différents critères qui sont pour chacun de ces jardins. Et les gens qui sont accrédités peuvent aller voir aussi dans la galerie des jardinautes combien de gens à travers le Québec sont accrédités pour le même type de jardin qu'eux, ils ont dans leur cours. Alors, par exemple, on voit ici le jardin pour la biodiversité, il y en a 908 simplement au sein de, au niveau de la région de Montréal. Diapo, s'il vous plaît. Un autre programme qui est mené par l'Insectarium de Montréal, c'est le programme Mission Monarque, qui est un programme de sciences participatives qui invite les gens à partager leurs observations, non seulement sur les monarques, sur tous les stades des monarques, mais aussi sur l'asclépiade. Et ça va permettre, en ayant ces résultats-là, ces observations-là, ça va permettre aux scientifiques de situer les points chauds de reproduction des monarques et aussi d'établir des mesures de conservation efficaces pour cette espèce dont la migration est menacée. Diapo, s'il vous plaît. Alors, pour vous donner une idée du nombre de participants et de participantes, on a eu un maximum en 2019 avant la pandémie. On voit que par la suite, ça a commencé à chuter, mais on commence à remonter la pente avec un maximum de 892 participants en 2022. Diapo. Vous voyez aussi que pour ce qui est du nombre d'asclépiades examinés et le nombre de monarques qui a été observé de tous les stades, alors on parle de 81 453 observations d'asclépiades et de 13 444 observations de monarques à tous les stades. On est très content des résultats obtenus. Diapo, s'il vous plaît. Enfin, avant de passer la parole à Étienne, je voulais vous dire qu'en le 8 et le 9 juillet 2003, il y aura une célébration des pollinisateurs à l'Insectarium de Montréal. Ça sera le temps de discuter avec les visiteurs de pollinisateurs, de leur montrer, de leur faire visiter nos jardins, de célébrer avec eux la fête des pollinisateurs. Voilà, Étienne, c'est à ton tour, je te laisse la parole. Oui, merci beaucoup, Marjolaine. Donc, bonjour à tous. Alors, de mon côté, je vais vous présenter en fait au niveau d'un arrondissement là, les programmes, les gestes et les projets concrets là, qu'on peut faire là, en lien avec la protection des pollinisateurs. Donc, tout d'abord, pour vous mettre en contexte, là, Maryse, vous avez précédemment un peu parlé de l'île de Montréal. Donc, vous pouvez voir là, sur la photo à droite de la diapo l'étendue de l'arrondissement de Saint-Laurent. Donc, on parle d'environ 43 km², ce qui est équivalent à environ 11% là, du territoire de l'île de Montréal. Donc, vous comprenez que c'est une très grande superficie. Donc, évidemment, nos actions ont une grande portée. Là, plus on peut en faire, plus sur les pollinisateurs, mieux c'est. En date d'aujourd'hui, on a au-dessus de 100 000 habitants là, à Saint-Laurent et c'est un des arrondissements où il y a encore beaucoup de développement immobilier. Là, donc, notre population continue de grimper. Et également, on a au-dessus de 100 000 travailleurs là, qui vont transiter là, pendant la semaine de travail à Saint-Laurent. C'est un pôle de transit très important de Montréal. Jusqu'à la moitié du 20e siècle, c'était un territoire agricole qui a éventuellement été converti majoritairement à un grand parc industriel. Là, donc, à ce jour, 70% là, de l'arrondissement est en parc industriel. Donc, avec toutes les problématiques qui peuvent aller avec, là, surface imperméable, faible biodiversité et faible connexion écologique des milieux naturels. Et également, là, c'est un important îlot de chaleur. Donc, toutes ces problématiques-là, on peut les atténuer, là, notamment avec des aménagements pour les pollinisateurs. En date actuelle, là, pour l'arrondissement, on recense environ 400 000 m² là, de friches herbacées là, sur le territoire.
Donc, vous allez voir un peu dans les prochaines diapos là, les projets qui sont derrière ces chiffres-là. Au niveau des plans et politiques là, de l'arrondissement, tout d'abord, on a adopté récemment, là, en 2021, notre plan d'urgence climatique, donc qui découle directement là, du plan climat de Montréal auquel Maryse là, et son équipe a travaillé. Donc, vous voyez, on utilise le terme urgence climatique parce qu'on n'est plus simplement en changement climatique, on est vraiment en état d'urgence. Donc, on le reconnaît. Et dans notre plan d'urgence climatique, on a un volet entièrement sur la biodiversité, dont plusieurs actions sont directement là, liées à la protection des pollinisateurs via l'amélioration là, des habitats. Donc, on a des indicateurs là, de performance, on a et des budgets qui sont alloués à ces projets-là via le plan d'urgence climatique. En 2017, on a été le premier arrondissement à devenir ville amie des monarques et en 2019, on a adhéré à la certification ville amie des abeilles. Donc, BCT, vous voyez là à droite la photo de nos élus, notre équipe et de certains collègues là, de Jordan et Adèle. Donc, un premier gros élément là, que j'aimerais présenter, c'est qu'en 2019, l'arrondissement de Saint-Laurent a adopté un plan directeur pour la création d'un corridor de biodiversité. Donc, le plan directeur est issu d'un concours international là, d'architecture de paysage qui a réuni au final un consortium de plusieurs firmes là, au niveau mondial. Donc, à notre connaissance, c'est une première là, pour ce genre de projet qui touche vraiment là, l'extérieur et les milieux naturels. Donc, l'objectif du plan directeur du corridor de biodiversité, c'est notamment là, de protéger les habitats naturels qui sont existants. Les parcs et les espaces verts publics et privés par des liens verts, des liens écologiques. Et évidemment, tout cela là, dans l'optique que le citoyen, la citoyenne peut y trouver son compte également, là, donc notamment via des parcours citoyens éducatifs. Donc, concernant les pollinisateurs, une des propositions principales du plan, c'était de cibler là, les liens écologiques à créer pour les pollinisateurs. Donc, le plan directeur est au-dessus de 300 pages. Là. Vous pouvez le consulter. On a un lien, on a un hyperlien là, qui vous amène à la version PDF. Et vous voyez là, quelques images là, qui ont été proposées dans le plan. D'ailleurs, le consortium a gagné plusieurs prix là, à l'international pour la création de ce plan directeur. Ensuite, une autre action qu'on a fait, c'est la création d'une station Monarch Watch dans le parc Marcel-Lorrain. Donc, l'objectif était de créer là, des habitats permanents pour le papillon monarque, qui est une espèce forte, évidemment, vous le savez, des pollinisateurs et un symbole là, dans la lutte pour les pollinisateurs. Donc, en 2009, notre équipe à l'environnement a inauguré la première station Monarch Watch à l'échelle de Montréal. Sur une grande friche qui appartient à la ville, mais qui présentait plusieurs problématiques là, à l'époque, dont notamment là, la problématique du roseau commun, là, qui était l'espèce prédominante, qui est une espèce envahissante. Là. Vous êtes tous probablement familiers avec le roseau commun. Donc, il y avait une perte d'habitat importante là, pour les pollinisateurs indigènes et également là, en parallèle une faible diversité là, de plantes dans cette friche-là. Donc, depuis maintenant près de 15 ans, 20 ans, on a déployé plusieurs efforts, là, notamment pour restaurer la friche. Donc, vous pouvez voir là, les photos sur la bande en bas. À partir de 2016, on a bâché, là, on a commencé à contrôler les tales de roseaux avec des membranes géotextiles qu'on a laissées là, plusieurs années en place. Ensuite, quand on a retiré les membranes, on a fait des amendements au sol et on a ensemencé avec des mélanges de semences indigènes. Et finalement, annuellement, on fait un suivi, là, voir si des nouvelles pousses de roseaux là, essaient de revenir. Et ça, c'est une photo en 2022. Donc, vous pouvez voir, là, la friche fait beaucoup de chemin là, depuis une quinzaine d'années. Et maintenant, on est fiers là, de la présenter aux citoyens là, comme une belle friche naturelle pour les pollinisateurs. Donc ensuite, autre exemple d'action concrète qu'on peut faire là, comme arrondissement sur nos terrains, c'est l'adoption d'une gestion différenciée. Maryse en avait déjà fait allusion précédemment. Nous, dans notre cas, on a commencé il y a quelques années sur nos grands terre-pleins, là, notamment sous les lignes d'hydroélectricité qui traditionnellement étaient tondues là, à une fréquence de 1 ou 2 semaines. Donc, on est venu passer à une fréquence de tonte d'environ 1 ou 2 fois par année.
sur les grands boulevards. Donc, d'une part, ça économise sur les coûts d'entretien et d'une autre part, évidemment, ça bénéficie vraiment aux pollinisateurs de tout genre, également aux oiseaux et aux petits mammifères. Ça constitue des corridors de déplacement importants pour les animaux. Donc, les images que vous pouvez voir, c'est vraiment sous nos friches là, dans les dernières années. Vous pouvez voir la diversité là, des plantes qui peuvent y pousser. Et évidemment, ça améliore le paysage urbain. Bon, fait cocasse, dans les premières années, là, quand on a commencé à laisser les espaces pousser là, en friche, les plaintes citoyennes ont augmenté à cet effet, mais avec le temps, avec les efforts de sensibilisation de mon équipe à Saint-Laurent, ça devient de plus en plus accepté et les gens comprennent là, que la présence de friches comme ça est très bénéfique là, pour la biodiversité là, en milieu urbain. Donc, évidemment, j'ai parlé des terre-pleins, mais parmi les autres lieux visés là, où on fait ce genre d'intervention, on parle notamment des échangeurs d'autoroutes, des parcs urbains et des terrains publics de l'arrondissement. Donc, voici un exemple, là, c'est la friche herbacée qui est maintenue comme ça devant une de nos bibliothèques ici à Saint-Laurent, dont on est très fiers. Un autre exemple, c'est l'aménagement de plateaux sportifs. Récemment, là, dans un parc, pour répondre à la demande croissante de plateaux sportifs pour la population, on a inclus là, dans nos devis de construction de maintenir ou de renforcer là, certains milieux naturels, là, notamment le volet friche pour les pollinisateurs. Donc, vous voyez ici à proximité des plateaux sportifs, là, un beau couvert là, de friches et de petits boisés là, au lieu de simplement transformer ces espaces en gazon. Donc, un outil qu'on peut avoir en arrondissement, c'est d'inclure là, dans nos appels d'offres, dans nos soumissions et dans nos plans et devis, là, un volet là, vraiment architecture de paysage et protection des pollinisateurs, ce qu'on fait de plus en plus dans nos projets à Saint-Laurent. Ensuite, au niveau des programmes plus éducatifs, un projet fort là, qu'on a développé dans les dernières années, c'est un programme offert gratuitement aux écoles, à toutes les écoles primaires secondaires sur le territoire qui s'appelle Mon École Écolo. Donc, qui est pris en charge par un organisme à but non lucratif. Et l'objectif derrière ce programme-là, dont un des aspects est justement la protection des pollinisateurs, c'est de sensibiliser là, les élèves, notamment parce qu'on se dit qu'en commençant par les enfants, on peut ensuite aller rejoindre là, les parents et le reste de la population aux enjeux de biodiversité. Donc, on a un organisme qui va aller à la demande des écoles assister là, dans la création d'un projet, que ce soit la création d'hôtels à insectes, d'un jardin de pollinisateurs, de bacs de plantation avec des plantes via des ateliers en classe et ils assurent un suivi là, aux écoles qui ont demandé l'adhésion. Et l'an dernier, on a ajouté un volet corporatif qui s'appelle Si Écolo, qui est offert là, aux entreprises là, sur le territoire. Donc, pour l'instant, on n'a pas encore de retombées. Là. On espère que les entreprises qui sont quand même une partie vraiment importante du territoire, qui ont un pouvoir de modifier le territoire de façon quand même importante, puissent adhérer également. Je peux vous dire que l'an dernier, on a plusieurs écoles là, qui ont adhéré au programme, là, qui ont fait des projets pour les pollinisateurs sur le territoire. Ensuite, là, toujours dans le volet éducatif, à chaque année, on met des ressources là, sur la tenue de plusieurs activités éducatives destinées aux citoyens, dont notre activité phare est la journée de la biodiversité décrétée par l'ONU, donc au mois de mai. Et l'an dernier, on a fait vraiment un festival du monarque où on avait la tenue de plusieurs là, kiosques de multiples organismes qui sont spécialisés là, dans le sujet. On avait notamment des présentations de collections d'insectes. On avait aussi une distribution là, de plantes nectarifères aux citoyens, des kiosques éducatifs, là, un atelier de capture d'insectes. Donc, on est allé chercher quand même 500 participants environ là, à cette journée-là. On en est très fiers. Et Marjolaine avait parlé tout à l'heure là, du projet Mission Monarque et on les invite là, annuellement aussi, l'insectarium sur notre territoire, à venir parler là, de la mission de la protection du monarque. En lien avec l'adhésion du programme BCT, on a la semaine des pollinisateurs qu'on va célébrer au mois de juin avec des ateliers sporadiques dans les parcs, là, que ce soit des kiosques là, sur les pollinisateurs ou des publications éducatives sur les réseaux sociaux. Et je vais terminer avec un autre exemple là, de projet à petite échelle qu'on a réalisé dans les dernières années à Saint-Laurent, mais qui est un bel exemple d'intégration multidisciplinaire qui a débuté en fait avec la création d'une petite friche herbacée.
Donc, le projet est situé dans ce qu'on appelle le passage Bois, qui est un petit lien piéton entre un boulevard et un parc de quartier, dans un quartier qui est très défavorisé. Donc, à l'origine, c'était simplement des bandes gazonnées. On a commencé par retenir un petit rectangle là, de gazon qu'on a transformé en quelques années en friche herbacée, avec plusieurs difficultés dans les premières années parce que les bâtiments qui font l'entretien venaient couper là, notre espace là, régulièrement. On a fini par le délimiter avec des poteaux et des cordages. Une fois que le projet a bien ancré, on est allé de l'avant, on a augmenté la superficie et on a réalisé là, des activités de plantation avec des jeunes issus de plusieurs organismes. On a eu la tenue de kiosques informatifs sur pourquoi ces espaces-là sont importants, pourquoi ils existent dans l'arrondissement, pourquoi on fait ça pour les pollinisateurs. Et ensuite, c'est venu s'ajouter d'autres projets artistiques, là, du marquage au sol, comme vous voyez sur la photo au centre en bas, et des bancs en mosaïque réalisés par un atelier d'artistes là, où les citoyens ont pu participer à la construction des bancs. Donc, au final, on a inauguré là, l'espace il y a quelques années et ça montre un peu là, comment un simple espace un peu qu'on considère acquis là, pas très beau peut devenir au fil des années, si on y met un peu d'amour et d'effort, là, un espace citoyen et autant bénéfique pour les pollinisateurs. Donc, ceci conclut là, notre présentation. Si vous voulez aller plus loin, là, on a mentionné plusieurs plans dans la présentation, donc vous avez les liens ici et je pense qu'Adèle, Jordan et son équipe vont pouvoir là, les partager aussi ultérieurement à votre demande. Et donc, au nom de mes collègues Maryse, Marjolaine et moi-même, je vous remercie pour votre écoute. Et si vous avez d'autres questions plus spécifiques, je vous invite là, à contacter Marie-Ève Gagnon de l'Insectarium de Montréal. Là, son adresse est indiquée ci-jointe. Donc, on va être en mesure là, de répondre si vous avez des questions plus techniques là, sur ce qu'on fait à Montréal. Merci beaucoup et je vais céder la parole à Jordan et Adèle. Merci à tous les trois pour ces excellentes présentations. Donc, on a un peu de temps pour des questions. Donc, si vous en avez, n'hésitez pas à les inscrire il y a l'icône Q&R, questions et réponses. On a une première question pour Marjolaine. Pour les nichoirs de pollinisateurs, donc les rondins dont tu as parlé, y a-t-il une étude sur le meilleur emplacement où les mettre? À quelle hauteur est-il mieux de les placer et à quelle distance des jardins, des friches, etc. Donc, une première question pour Marjolaine. Oui, merci Adèle. Écoute, je ne suis pas la personne qui a mené le projet, mais je crois que mais il n'y a pas d'étude sur le meilleur emplacement. On n'a pas réalisé d'études à ce sujet-là. Et pour ce qui est de la distance, ben, en fait, je pense qu'on peut les placer directement dans le jardin. Mais si vous voulez avoir plus de détails, je pourrais vous mettre en contact avec la personne qui a mené la recherche. Est-ce que ça répond à votre question? Je pense, on n'a pas eu de double question. A-t-on d'autres questions? Donc, je rappelle Q&R, questions et réponses. Ah, on a une deuxième question. Avez-vous des suggestions pour les sentiers de piétons ou de vélos? Peut-être que je peux prendre le risque de répondre. Là. En fait, nous, dans notre plan directeur sur le corridor de biodiversité, la création là, de sentiers de vélo et de sentiers piétons, là, donc on parle de sentiers polyvalents, est un élément maîtresse, un élément maître là, dans le plan. Donc, si vous allez consulter, vous pouvez voir notamment là, sous les lignes hydroélectriques, il y a la volonté de créer des sentiers là, qui traversent les friches herbacées. Donc, une belle intégration là, justement de sentiers qui peut avoir un petit côté champêtre, un petit côté éducatif aussi. Là. On n'est pas encore à ce stade-là de développement de notre corridor, mais ça fait partie là, des objectifs qu'on a là, à ce niveau-là. Super, merci Étienne. Une troisième question. Comment est-ce que l'arrondissement de Saint-Laurent arrive à jongler avec les intentions d'aménagement pour la biodiversité et les défis d'entretien par la suite de ces aménagements pour les travaux publics? C'est sûr qu'on met le doigt sur un bon défi. Évidemment, là, les ressources reliées à l'entretien des aménagements n'est pas infini.
Donc, certaines fois, on va faire, par exemple, pour des petits espaces, des partenariats avec des organismes là, pour l'entretien. D'autres fois, on essaie évidemment là, de créer des aménagements qui nécessitent le moins d'entretien possible. Donc, la beauté des friches, c'est que les friches peuvent se régénérer là, d'année en année si on les tombe, par exemple, une fois à l'automne, juste avant l'hiver. Mais on a la chance aussi, je dirais, à Saint-Laurent, d'avoir des élus municipaux qui sont très pro-environnement. Donc, les budgets soutiennent là, les volontés. Et on a une équipe, moi je suis au sein d'une équipe là, d'une quinzaine de personnes qui travaillent que sur les dossiers environnementaux. Donc, via des bilans là, annuels qu'on tient à nos élus, on est capable de justifier aussi là, l'importance de créer tous ces projets-là là, dont j'ai présenté. Merci beaucoup. Quatrième question qui est en anglais. Je vais la poser en anglais. Ce sera plus simple. Who will be best on the panel to reach out to in order to create a bee borough in a neighborhood in Ottawa? Si je peux répondre peut-être, Adèle, Oui, c'est pour est-ce que c'est pour des questions plus reliées à la logistique, au budget, ou est-ce que c'est plus peut-être dans votre cours à BCT, Adèle? Je suis pas sûr de bien saisir je l'essence de pense, la question. oui, moi non plus, mais je pense que oui, c'est plutôt une question dont vous pouvez contacter BCT, je pense, ou Pollinator Partnership. Je pense que ce serait plus facile pour vous. Et une autre question, est-ce qu'il existe des nouvelles politiques de tonte qui concernent toute la ville de Montréal? Ouais, je vais la prendre, celle-là. C'est la volonté, là, comme vous avez vu, le libellé de notre action, c'est de promouvoir la réduction de la fréquence de tonte. Donc là, le plan vient de sortir. On travaille actuellement à la mise en œuvre de ces actions-là. Fait que pour l'instant, il n'y a pas encore de ligne directrice pour la grandeur de la ville, tous nos espaces municipaux. Il va y avoir une analyse quand même faite là, selon les usages, tout ça. Donc, on est en train de graduellement de mettre ça en place. Pour l'instant, ce n'est pas à la grandeur de la ville, mais ça va être de plus en plus vu là, comme pratique. Là, donc, on va faire de la sensibilisation aux différents directeurs de travaux publics, aux équipes d'entretien. Parfois, c'est confié à des compagnies externes également, la gestion. Donc, il y a beaucoup de fils à attacher pour faire percoler cette action-là. Mais la ville s'en va là, de plus en plus vers des pratiques qui sont beaucoup plus respectueuses de la biodiversité. C'est la volonté. Si je peux continuer, Maryse, là, sur ton intervention. Nous, à Saint-Laurent, on s'est doté là, dernièrement d'un protocole de gestion de nos friches herbacées. Donc, ça vient donner des outils supplémentaires là, à nos collègues qui s'occupent de l'entretien des espaces verts. Ça vient donner des fréquences de tonte, des hauteurs notamment, des méthodes de tonte, en tenant aussi compte des besoins là, en sécurité publique, etc., etc. Donc, on est en train de plus en plus d'encadrer ces pratiques-là pour essayer de trouver le juste milieu là, au niveau justement des enjeux d'entretien et aussi là, de la protection des pollinisateurs qui est l'objectif ultime derrière tout ça. Merci beaucoup. On a une autre question. Comment est-ce que Montréal trouve les végétaux pour ses projets? Y a-t-il une serre municipale accès aux végétaux indigènes ou est-ce que vous faites des partenariats avec des entreprises privées? Je peux répondre, puis après ça, peut-être, Étienne, tu pourras donner l'exemple de Saint-Laurent si tu connais là, dans ton arrondissement. Donc, c'est différent d'un arrondissement à l'autre, mais on n'a pas de serre municipale. Il y a eu historiquement quelques arrondissements qui avaient des serres, mais à ma connaissance, on n'est pas autosuffisant. Donc, les arrondissements vont se procurer les végétaux dans à des entreprises, des fournisseurs privés. Mais là, pour le détail, par contre, là, ça varie, je crois, vraiment d'un arrondissement à l'autre. Je ne pourrais pas aller plus loin. Là. Si vous avez des questions spécifiques là-dessus, peut-être nous écrire.
je ferai les recherches auprès des différents arrondissements. Une question pour Étienne. Est-ce que le protocole des gestions de friches herbacées est-il public? À ma connaissance, non, c'est un document interne, mais peut-être que je peux voir là, s'il y aurait moyen de le partager là, à une entité. Là, je ne sais pas c'est dans quel contexte, mais pour l'instant, à ma connaissance, non, là, c'est un protocole là, qui a été créé à l'interne pour justement notre gestion d'arrondissement. Par contre, si je peux compléter, mardi, cette semaine, il y avait le CRE Montérégie qui a présenté un webinaire, justement, puis qui a lancé un guide de gestion des friches. Puis je crois que c'est public, là, est disponible. Donc, ça pourrait être déjà un premier outil à consulter. Je n'ai pas pu le prendre connaissance, mais ça vient tout juste de sortir là, cette semaine. On avait une question qui est traduite. Quels défis rencontrez-vous pour obtenir des terres pour créer des espaces pour les pollinisateurs? Comme je suis au service centraux, je vais essayer de répondre, mais c'est surtout les services des grands parcs qui est en charge là, de l'action d'aller protéger jusqu'à 10% là, du territoire. Là. C'est sûr qu'il y a des défis de ce que j'entends, mais on a quand même, c'est un objectif assez ambitieux et connu. Là, c'est dans différents plans, là, le plan climat, le plan de protection des pollinisateurs. Fait que faudrait, si vous voulez avoir un vécu plus concret, là, ça serait, je pourrais communiquer avec la responsable là, de cette action-là au service des grands parcs, là, mais je pense que dans le panel ici, on ne pourrait pas aller très loin là, dans l'expérience de la ville vis-à-vis de ça. C'est pas nos unités qui s'occupent de ce volet-là, l'acquisition des terres là, pour les milieux naturels. Merci beaucoup. A-t-on d'autres questions? Ah oui, la question par rapport à Ottawa, c'était est-ce qu'il est possible de partager du matériel éducatif pour comprendre comment essayer de construire un quartier favorable aux pollinisateurs? Je pense que c'est surtout ça, de partager en fait ce que Saint-Laurent et Montréal ont fait pour les pollinisateurs avec d'autres villes. J'ai pas là si je peux répondre, j'ai pas de guide spécifique là. C'est sûr que ça s'est fait de façon organique au fil des années, au fil des volontés politiques et tout. Mais BCT d'abord, je pense que vous offrez ce genre d'accompagnement d'une part. Et de deux, oui, moi je peux, tu sais, déjà la présentation va être disponible, puis moi, ça me dérange pas là, d'aller regrouper certaines réalisations là, si ça peut vous aider dans votre planification. Vous pouvez faire la demande, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Une autre question en anglais. Est-ce que vous pensez que Montréal a un plan efficace, actif en termes de changement climatique qui inclut la biodiversité? Je vais répondre à ça. C'est notre bureau qui a rédigé le plan climat. Oui, je crois qu'on a un bon plan, puis ça inclut en filigrane la protection de la biodiversité parce qu'on a tout un volet par rapport à l'adaptation au changement climatique, puis dans plusieurs ouvrages d'adaptation au changement climatique pour se protéger contre des aléas comme les pluies abondantes, les sécheresses, etc. On va utiliser beaucoup des végétaux. Donc, on a toujours l'aspect aussi d'aider la biodiversité en luttant contre les changements climatiques. C'est vraiment une volonté qui est bien comprise puis intégrée là, dans le plan de Montréal.
Merci beaucoup. Est-ce qu'on a peut-être une dernière question? Donc, une dernière question. Une personne demande, en tant que propriétaire d'une maison qui utilise des plantes pour attirer les pollinisateurs, que faire d'autre pour attirer les pollinisateurs sur son terrain privé? Est-ce que vous avez des conseils? Marjolaine, c'est une belle question, ça, pour... Oui, c'est ça, j'allais me lancer. Oui, vous pourriez, par exemple, installer des nichoirs à pollinisateurs et également avoir peut-être pour les nichoirs du sol, essayer d'avoir une zone ou des zones ensoleillées avec un sol meuble où est-ce que l'eau s'évacue aisément. Alors, vous devriez avoir des petites abeilles solitaires qui vont aller s'installer autour de la maison, qui vont creuser des nids dans le sol. Et c'est des comportements qui sont vraiment très beaux à observer. Si je peux compléter, ça c'est à la toute fin du plan de protection des pollinisateurs, c'est plus précisément l'annexe D de notre plan. Là, on a une espèce de « Avez-vous le réflexe pollinisateur ?» et on essaie de donner quelques conseils également là, aux citoyens, là, mais donner accès à des points d'eau aussi, laisser des feuilles et tiges mortes en place pour à la fin de la saison plutôt que tout ramasser pour laisser des habitats. Puis, Marjolaine, on l'a mentionné, ça passe rapidement, l'Hyperlien, mais vous avez fait un site aussi, là, tout sur les pollinisateurs, qui est vraiment intéressant puis qui regroupe plein d'informations très bien vulgarisées pour les citoyens. Là. Donc, si vous tapez tout sur les pollinisateurs dans Google, vous allez tomber tout de suite dessus. Le deuxième lien là, pour Espace pour la vie, ça serait une bonne porte d'entrée. Merci, Maryse. Parfait. Donc, il semble qu'il ne nous reste plus de temps pour les questions. Donc, merci beaucoup à tous les trois pour l'excellent travail que la Ville de Montréal, Espace pour la vie, Insectarium et Saint-Laurent accomplissent pour les pollinisateurs dans la ville. Et merci d'avoir pris le temps de partager toutes ces informations avec nous. J'aimerais également remercier tous ceux qui ont pris le temps de nous écouter et d'échanger avec nous aujourd'hui. Je rappelle que ce webinaire a été enregistré à la fois en anglais et en français. Donc, nous aurons les deux versions sur notre chaîne YouTube BeCity Canada dans un avenir très proche et nous vous enverrons un courriel de suivi avec le lien. Voilà qui conclut ce webinaire. J'espère que vous passerez une excellente journée et que vous resterez à l'écoute des prochains webinaires de BeCity Canada. Merci à tous.